Oui, alors, avant peut-être de commencer, je voudrais prendre 3 points là, que tu as soulevés comme ça juste. D'abord, en ce qui concerne la médecine nazie. Je sais pas, moi j'ai vu il y a quelques années à Beaubourg un film qui s'appelle Au nom du Führer et qui était des documents d'archives, justement, qui parlaient beaucoup des expériences nazies. Or, il faut savoir qu'avec tout le terrain expérimental qu'avaient les médecins nazis, la médecine nazie n'a produit aucune découverte scientifique. Voilà, ça c'est déjà un fait. Qui est apparu, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de manipuler les corps, autrement dit, pour produire une connaissance ou produire une part de vérité. Il faut d'autres conditions, je dirais, que simplement l'expérimentation proprement dit. Alors ça m'est revenu en disant, en t'écoutant là. Le deuxième point, c'est la circoncision. Ça m'a fait penser, j'interviens comme ça parce qu'après je vais oublier, j'ai vite noté. Je me rappelle avoir lu il y a assez longtemps, à la fac de médecine, un colloque auquel a participé Lacan, mais alors tout à fait au début, et il portait typiquement sur la circoncision et les débats pluridisciplinaires autour de la circoncision. Donc c'était déjà une question, je dirais, très importante, cette question de l'alliance, etc. Et puis le troisième point auquel m'a fait penser, c'est le rêve. Je voulais rappeler, parce que je suis sociologue, etc., c'est que tous les anthropologues et sociologues, en particulier Durkheim, a dit « le rêve a été au fondement même de la religion ». C'est dans le fait de rêver à un autre monde, autrement dit, que les gens ont pu penser que cet autre monde pouvait exister. Voilà. Donc je veux dire là, c'est quand même 3 points forts qui en ont. Voilà. Alors maintenant, je vais venir moi à la réception de ce livre. D'abord, je remercie Ouchang et Sophie de m'avoir sollicité parce que ça a été un peu ça a touillé un peu dans ma mémoire parce que effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai participé, je dirais, de A à Z. Enfin, peut-être la fin de rédaction de l'ouvrage, là, j'ai laissé une tâche très compliquée qui a mis des années, d'ailleurs 2002, je ne sais pas si vous voyez, ça fait 10 ans, autrement dit. Donc, il y a une partie de ma réaction qui a été un peu réfléchir sur ce qui a été vécu. Et ce qui est intéressant en vous entendant, c'est que moi, j'ai eu un rapport à ce livre. Autrement dit, c'est très intéressant parce que ça permet de réfléchir sur le lecteur, assez différent de vous, puisque moi, ce qui m'a intéressé, ça n'a pas été le texte de Shakespeare, la livre de Cher et toutes les associations qui y ont porté. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord revivre cette expérience et qu'est-ce que je peux retirer de cette expérience. Et deuxièmement, qu'est-ce qui a fait l'unité de ce livre entre tous les articles et pas prendre quelques articles comme ça. Et j'ai trouvé que tous ces articles n'avaient pas d'unité par le contenu, mais avaient une unité par le style. C'est-à-dire que, à mon avis, la question que je me suis posée, un peu en étant dedans, mais aussi extérieur, que renvoie de la psychanalyse la pratique de la psychanalyse dans les services de médecine. Voilà, c'est là-dessus que je me suis interrogé et pas rentré, je dirais, dans un débat comme ont fait brillamment mes 2 collègues, autrement dit, d'association sur la livre de Cher, le texte de Shakespeare, etc. Alors, en ce qui concerne mon expérience, enfin, je peux dire, ça m'a fait penser en même temps à... c'est très intéressant d'avoir suivi comme ça le processus de tout ce qu'on peut appeler la préparation d'un colloque, un colloque et un écrit. Autrement dit, il y a eu 3 moments que j'ai vécus. Alors, en ce qui concerne la préparation du colloque, et je dois dire que déjà, je vois Ouchang, je suis content de le voir, de rappeler les souvenirs très bien et d'avoir laissé Ouchang ouvert, je dirais c'est quelque chose qui renvoie dans un travail vivant d'équipe, où il faut produire, autrement dit, une problématique, des idées, des échanges, je dirais, vivants, entre nous, partant un peu dans tous les sens, où se mêler convivialité, relations interpersonnelles, production de choses en partant dans tous les sens en même temps, et puis, bon, quelque chose de vécu, je dirais, dans quelque chose qui était un vécu vivant, et qui m'a permis, autrement dit, de communiquer avec des gens, et de communiquer avec des personnes, de se révéler, de voir, de dire des choses, et j'ai pensé tout de suite à ce qu'était dans toute cette mise en scène sociale, de tout acte social, de ce qu'on appelle les coulisses. C'est-à-dire ces coulisses, là où sont les salles de profs, où les choses se disent, où des ficelles passent, où des choses qui ne se disent jamais sur la scène, et qui se disent, et qui sont porteurs d'une certaine vérité. Porteurs d'une certaine vérité de ce qu'est une action et de ce qui est révélé quand l'action, justement, n'est pas en mise en scène, instituée, autrement dit, ou donnée comme un spectacle. Et c'est dans les coulisses, et ces coulisses,
ne sont jamais écoutés. Et j'ai pensé à la psychanalyse un petit peu, c'est-à-dire ces lieux, effectivement, hors regard, où des choses se disent, et en fait, qui n'ont jamais accès, autrement dit, à la scène sociale. Voilà. J'ai pensé que donc c'était quelque chose, effectivement, de très important et qui apparaissait. Le deuxième moment, alors là, c'est la scène, comme dans le théâtre grec. Alors là, c'est la scène, et ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs, même vers la fin, dans les coulisses, on commence à penser à la scène. Alors la scène nous renvoie à l'institution, et à l'institution analytique. Qui on invite? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a un enjeu, autrement dit, qui se présente dans tout à fait un autre registre. Et les personnes qui parlent, etc., qui viennent, ont une signification particulière, parce que la scène, elle s'adresse à un champ particulier, qui est le champ psychanalytique. Et là, il faut tenir effectivement quelque chose. C'est donc ce qui renvoie, je dirais, à l'institution. Mais là, on est tout à fait dans un autre registre, autrement dit, de mise en scène, je dirais, hein, de l'action. Et cette scène, d'ailleurs, renvoie à l'histoire du groupe, à une certaine symbolique, une place symbolique qu'il faut tenir pour ce groupe, hein, son inscription dans le symbolique, etc. Et là, c'est bien aux attentes des psychanalystes et de la psychanalyse qu'il faut répondre. C'est-à-dire qu'on est tout à fait cadré. Et puis, naturellement, le troisième moment, c'est les cris. Mais oui, il y a trois moments. Les coulisses, la scène qui expose, dans le lieu institué, et puis les cris. Et les cris, d'ailleurs, Lacan a bien dit les choses sur les cris, hein, d'ailleurs. Et là, on quitte le registre de la parole vive et active pour la raison bien simple. C'est que les cris, il n'y a pas besoin d'être présent, autrement dit, pour pouvoir, comme ont fait mes collègues, et comme moi j'ai lu ce que disait Derrida, déconstruire, autrement dit, un texte. Et là, il n'est pas nécessaire, autrement dit, d'avoir participé, je dirais, dans une relation de parole, autrement dit, à cet écrit. Alors, donc voilà, et donc moi je me suis, voilà, donc je vous disais en quelques mots ce que ça m'a fait, enfin je ne peux pas tout dire, hein, puisque je suis sur scène. Bon, je ne peux pas tout dire, tout ce que m'a fait revivre, autrement dit, ce rappel, ce retour, autrement dit, à quelque chose de vécu, qui a été assez fort, autrement dit, pour moi. Alors maintenant, le livre, la livre de chair. Alors je me suis posé une question, bon, de quoi traite l'ouvrage, qui écrit, etc. Puis je me suis dit, une question a été tout de suite immédiate. Je me suis dit, si un médecin classique lit ce livre, attendez, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Impossible. Donc c'est ça déjà la première question, c'est-à-dire de dire, et je dirais que ce livre, peut-être à la différence de mes collègues, alors c'est peut-être parce que j'ai eu cette vision à la fois dedans et dehors, hein, j'ai voulu me mettre un peu dans une extériorité, c'est pas tellement tout ce que fait associer la livre de chair. Ce livre, pour moi, plus qu'un discours qu'un discours de la psychanalyse sur la médecine, c'est plutôt, comme je disais, la psychanalyse dans la médecine. C'est-à-dire, ça renvoie à une pratique. Ce livre, pour moi, c'est un livre de pratique qui est renvoyé. Et à travers cette pratique, naturellement, des choses se révèlent. Alors, donc, je pense que ce qui domine, ce qui m'a frappé, c'est le style. Hein, et ce style, dans tous les textes d'ailleurs, il est au plus près, autrement dit, de ce que la psychanalyse peut apporter à la médecine. Voilà, et aux praticiens médicaux, etc. Alors voilà. Alors donc, qu'est-ce que je vais... Alors donc, plutôt que de prendre article par article, je vais prendre plusieurs choses qui traversent là. D'abord, première chose, je me suis presque mis dans la position de ce que dirait un médecin qui lirait ça, il dirait, bon Dieu, mais qu'est-ce que ça renvoie? Quelqu'un qui est néophyte, je veux dire, qui n'a pas été là-dedans. Parce que quand même, écrire, comme je disais, un livre, c'est lu. Hein, c'est lu par tout le monde. Alors, le fil rouge, naturellement, c'est un texte littéraire. Alors ça, d'ailleurs, moi j'ai bien vu, mes collègues ont beaucoup apporté énormément de choses sur ce texte littéraire. Donc, ce n'est pas une théorie organiciste. C'est-à-dire, qu'est-ce que la littérature vient faire dans le domaine de la médecine? C'est très intéressant, ça. Parce que la psychanalyse, et vous allez voir, je vais le dire, c'est ce qui est un point fort, la psychanalyse met en mouvement des registres de discours et de paroles que l'organisation, je dirais, de la connaissance dans notre société segmente. C'est-à-dire que au littéraire, la littérature, et puis à la médecine, aux physiciens, etc., la physique. Alors ce qui m'a frappé dans ce livre-là,
c'est que tous les champs, que ce soit de la littérature, que ce soit de l'étymologie, que ce soit de la linguistique, de l'anthropologie, de la philosophie ou de l'éthique, autrement dit, se trouvent associés. Ça, c'est quelque chose, je dirais, et c'est pas en même temps un discours, comme on pourrait dire, obscurantiste. C'est pas de la magie. Ça a à voir avec de la connaissance. Mais ça a une manière de mettre en forme les champs de savoir d'une manière à ce qu'ils s'articulent les uns aux autres. Ça, je dis, c'est un apport très important, je dirais, de la psychanalyse, ce qu'elle a à dire dans des champs, autrement dit, de connaissance. Alors ça, c'est le premier point. Et je prends le premier texte d'Ouchang, je n'ai pas mis toujours les noms, mais je vais relever des points de différents trucs. Alors Ouchang, je parle, c'est le premier texte, mais je ne l'avais même pas mis dans ce que je l'avais préparé, tu vois, je te nomme sans avoir eu l'intention de te nommer. Alors, c'est d'emblée, ce premier texte, c'est la position de l'analyste. Et ce qui est dit, ce que je relevais, c'est l'histoire de bord, l'histoire du bord. Comment faire bord avec un autre, ou dans son propre corps. Cette notion de bord, cette notion de césure, cette notion, effectivement, où on n'est pas, justement, inscrit d'une manière entière dans un champ qui va définir sa logique. On est à l'articulation, donc, voilà. Et l'analyse travaille sur le mouvement et le déplacement d'un lieu à l'autre, comme je disais, du littéraire à l'étymologique, etc. Donc, il y a quelque chose dans le travail de l'analyste, justement, qui ne rentre pas dans ce qu'est le discours de la science, c'est-à-dire la définition de l'objet, et qu'on se définit en fonction d'un objet spécifique. Toute l'épistémologie, le positivisme scientifique est parti là-dessus. Et on voit bien comment fonctionne l'université. Moi, je travaille dans une université, c'est toujours comment ne pas être dans la transgression. Et je vous dirais, c'est pas que l'université. Quand les sociologues étudient la mise en place des professions, c'est toujours comment est-ce que les professions vont constituer effectivement ce qui est leur sphère d'identité et ne pas empiéter, autrement dit, sur le travail des autres. D'ailleurs, c'est bien une question qui peut être posée des psychanalystes dans justement la médecine. Qu'est-ce qui est, autrement dit, le registre de l'un et de l'autre? Et peut-être la grande difficulté, c'est peut-être ce mouvement, justement. Si le psychanalyste, et je vais en parler tout à l'heure, traitait que des problèmes psychiques qui sont posés, la manière dont la médecine le définit dans le champ des divisions, pourquoi ne pas cohabiter? Et c'est à partir du moment où, justement, il y a débordement qui pose problème. Alors, donc voilà. Alors ensuite, il y a le chapitre d'une scène à l'autre, et ce déplacement concerne aussi le fait de renoncer au désir de soigner. Alors, et comme il est dit, le pas de côté. Renoncer au désir de soigner dans la médecine. Est-ce que vous voyez ou pas? Le problème de bord. Et le problème, effectivement, j'ai bien aimé, je ne sais plus qui l'a dit, cette notion de pas de côté. On voit déjà quelque chose qui se retrouve. C'est une position décalée par rapport au médical qui ouvre, il est dit aussi, je cite, un espace de parole. Et cette parole, toujours, dans tous les textes, on le voit, il circule de la littérature, l'étymologie, la généalogie, allant même jusqu'à l'horticulture, pour parler de greffe et de transplantation. J'ai bien aimé ça, qu'on fasse référence à l'horticulture quand on parle dans un livre qui se veut un livre. Voilà. Qui, autre que des psychanalystes, pourrait effectivement vers ça. Alors, donc, tous ces textes-là, séparés, morcelés, font lien entre eux. Et c'est ça qui est... voilà. Alors, autre question que je trouve intéressante, c'est la question de la transmission. Et dans la question de la transmission, il n'est pas question de génétique, mais de sens, et un sens, il est dit, en dehors du biologique et des gènes. Alors voilà. Bon, ça, à la limite, je dirais, les généticiens sont très embêtés, justement. Parce que, quand on fait de la médecine prédictive, souvent ils s'aperçoivent que les patients, quand il est dit dans le raisonnement de la génétique, c'est-à-dire le discours de probabilité, d'ailleurs le patient ne connaît pas un discours de probabilité, il connaît toujours un discours de certitude, de causalité justement. Il dit la cause de ma maladie. Et bien immédiatement ce qui déroute les généticiens, c'est que ce qui est dit en probabilité pourrait être une certitude. Un tel m'a transmis ça. Voilà, exactement. Donc c'est ce travail plus sur le sens.
Et voilà, donc des gènes. Alors, et ce qui est intéressant encore, ce que j'ai vu, c'est que ce corps souffrant, cette transmission nous amène à la guerre d'Algérie ou à la guerre sino-japonaise. Hein? Alors là, c'est bien la question de l'ailleurs, de l'au-delà du corps et du symptôme que permet, autrement dit, ce détour par le langage. Il y a un texte qui parle effectivement de cette question-là. Comment, je ne sais plus qui l'a fait. Hein. Bon, j'ai fait ça il y a un moment parce que voilà. Alors, donc, on peut dire donc que la psychanalyse n'a pas d'objet qui la délimiterait dans un découpage qui obéit à cette rationalité matérielle. Voilà. Donc, voilà. Elle se relie à la parole et alors aussi le travail des signifiants évoque la lettre en souffrance à propos de la souffrance. Autre point qu'on trouve. Et donc aussi dit la psychanalyse entre subversion et méprise. Donc on voit bien cette circulation, autrement dit, du langage qui est écrit. Alors ensuite, quand on va à l'hôpital, je ne veux pas être très long, je vais juste pointer cet aspect-là. Il est dit, dans un service de médecine, l'analyse doit abandonner la posture de l'idéal de l'analyse, le cadre, le divan et le fauteuil. Et sans partager, autrement dit, le diagnostic médical dans... Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic médical ? Moi, je pense que le diagnostic, c'est ce qui arrête la chaîne signifiante. Le diagnostic, à un moment donné, à travers les symptômes, il y a un certain nombre de signifiants qui se posent, et à un moment donné, le diagnostic est posé, et voilà, le problème est identifié, mais à travers l'identification du problème, le malade porte un étiquetage. Il est défini, autrement dit, par rapport à ça. Donc ça, c'est ce problème, effectivement, de rupture, etc. Et puis, j'ai pointé aussi à l'hôpital cette phrase extrêmement forte de ce texte sur les soins palliatifs, la tension entre le désir de soigner et le désir de tuer. Ça, il fallait le faire, il fallait faire le sûr qui traverse les soins. Autre élément aussi, la bévue. Moi, j'ai bien aimé la bévue. Le lapsus, autrement dit, offrir en cadeau une poupée à quelqu'un qui est opéré d'un kyste pilonidal. Voilà, de relever ça. Et tout un article là-dessus, attendez, je vais vous dire quand même, dans une question sur la médecine. Voilà, donc moi je pense que là, dans cette démarche, dans cette pratique, chacun s'est retrouvé, autrement dit, dans une unité, tout en ayant des contenus différents. Alors maintenant, le dernier point, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est, je me suis aussi posé la question de cette cohabitation au fond entre psychanalyse et médecine. Quand on la regarde, moi je prends là simplement un discours extérieur, je ne rentre pas à l'intérieur des associations et des signifiants, qu'est-ce que ça témoigne, voir ça, je trouve que c'est une cohabitation paradoxale. Une cohabitation paradoxale en ce qui concerne effectivement les registres proprement dit. Je pense que, je relève cet aspect-là, il y en a d'autres, que en ce qui concerne la particularité de la maladie organique, c'est que ça place le malade, proprement dit, dans une position dans laquelle il est reconnu dans une certaine responsabilité, il est un être social comme les autres. Simplement, ce qui l'empêche de vivre comme les autres, c'est une maladie qui est en quelque sorte dissociée de lui-même. C'est-à-dire que si on traite la maladie, si on traite le handicap, et en traitant la maladie, en traitant le handicap, le malade continue à être considéré avec certaines responsabilités. Et on voit bien d'ailleurs, il assume bien, même la mort, il meurt avec dignité, il continue à accomplir les places et les rôles qui sont les siens. Et ce qu'on demande aux médecins, c'est que de prendre en charge cette maladie pour que ce malade rejoigne ensuite, normalement, autrement dit, la place qui est la sienne, ou qui retrouve cette place tout en étant effectivement défini dans ce statut. Quand on regarde la manière dont on définit la maladie psychique, c'est totalement différent. Parce que la maladie psychique, elle est définie au regard comme étant quelque chose qui intervient directement dans la conduite. Autrement dit, je dirais, la maladie peut être dans la place, la folie ne peut pas être dans la place. C'est-à-dire que la maladie psychique, elle est mise dans une place complètement différente qui isole. Alors quand les deux regards cohabitent dans un lieu où la représentation, je dirais, du problème ou du trouble n'est pas le même, c'est ce que je dis une cohabitation paradoxale. C'est-à-dire d'un côté, c'est fixé sur un malade
je vais vous dire, tenez, quelque chose qui m'a marqué là-dessus, quelque chose de vécu. J'ai travaillé dans un service interne à l'hôpital de Nanterre, justement, qui prenait en charge des toxicomanes. Et dans ce service qui prenait en charge des toxicomanes, alors vous me direz, les toxicomanes, c'est pas la folie, c'est pas ce que je veux dire. C'était quand même un traitement particulier. Ce qui était insupportable, c'est que le toxicomane ne se comportait pas comme un malade ordinaire. On le trouvait dans la chambre des femmes, on le trouvait partout. Tout le personnel soignant était d'ailleurs en tension avec le chef de service qui avait voulu intégrer, c'était avant qu'on crée des services d'addiction, voulait intégrer, autrement dit, dans son service ce patient, et absolument pas, parce que, effectivement, c'était pas le malade qui mangeait leur fils, qui faisait ça, qui prenait ses traitements, qui est quelque chose, il perturbait ou il troublait, je dirais, un fonctionnement normal. Et je peux même dire quelque chose qui est très intéressant aussi dans la mise en forme peut-être symbolique, on parlait du symbolique, je me rappelle d'une scène, c'était il y avait un lit de sevrage dans ce service-là, et vous savez, le sevrage est assez difficile puisque le malade est isolé, pas de visite, etc. Or, un malade avait obtenu, je ne sais pas comment, un couteau, il était sorti du service et il a menacé, j'ai assisté donc à la scène, il a menacé, autrement dit, une personne du personnel pour obtenir des substances. Alors, immédiatement panique, alors appelons Michel, en l'occurrence, le chef de service. Le chef de service arrive. Comment ? Non, j'ai Michel, voilà, prénom. Chef de service, non, il s'appelait pas, c'était pas lui. Alors, Michel vient, le chef de service, naturellement, il se fait agresser. Immédiatement, appelons la police. Et là, Michel a eu une phrase, il a dit non, on n'appelle pas la police, parce que c'est un patient, c'est pas un délinquant, et il retourne dans le service. Et le gars n'a rien dit, il a posé son couteau, et il est retourné dans le service. Ça a été une parole fondatrice, effectivement, qui a placé la personne dans une certaine situation. Il faut dire que Michel était très féru de psychanalyse, etc., et que cette position-là, effectivement, a redonné, il s'est comporté par rapport à ça. Voilà un peu, je voudrais, un peu long, dire un peu ma propre lecture de ce à quoi ça m'a renvoyé cet ouvrage, plutôt que de rentrer dans un discours intérieur, mais plutôt un mélange d'expériences de dedans et dehors, voilà, de cet ouvrage.